Bienvenue dans La Caverne, épisode 20. Aujourd'hui, on reçoit Regular Girl, une guitariste-chanteuse folk. Après plus de 10 ans à jouer à Lyon et ailleurs, son premier album éponyme vient de sortir chez Bigot Records, Danger House Skylab, Nightbirds et Adieu Bird. Tu parles bien anglais, toi. Oh, merci. On a connu Chloé notamment par Paul de Bigot Records et Azam l'avait recommandé dans La Caverne de Boucan. Même si c'est assez éloigné de ce qu'on écoute d'habitude, on a beaucoup aimé sa musique et on s'est dit que ce serait une chouette manière d'ouvrir la caverne à d'autres esthétiques. Sa release party aura lieu le 22 juin au Périscope en compagnie de Théo Charaf et Raoul Vignal. Elle sera aussi du côté de Villemonté vers Roanne le 29 juin pour la soirée Pinard et Bruit. On dit wine and noise. J'en profite pour cotiser à l'hommage général qui est fait à Steve Albini. Au-delà de ses talents de musicien et d'ingé son, son goût de la transmission m'a apporté beaucoup, au point que la méthode d'enregistrement de cet épisode est directement tirée d'une vidéo qu'il avait fait récemment pour expliquer ses techniques. Donc, merci Steve. Il est mort, le monsieur. Cet épisode a été tourné le 9 février 2024. Walking through tiny ending streets, I thought I saw you passing by. It's not you that I created, never mind. The shadow of you keeps haunting me. Not that I'm afraid, I could see you endlessly. I lost myself in daydreams, wandering around, looking at people's faces is just fine. The shadow of you keeps haunting me. Not that I'm afraid, I could see you endlessly. Talking to the walls is my favorite game. Rolling the dice like I'm told is not what I expect. The shadow of you keeps haunting me. Not that I'm afraid, I could see you endlessly. Let me run through the dark. Let me lose myself into something that has no goal at all. No goal at all.
back to the castle I used to live. Not the only fortress holding memories. Alone swimming with my own fears. Lonely already not to find you near. It's a foolish wish to think being yourself would fit. I could read 1,000 books, embracing every word's hers, but I haven't realized yet. One should get rid of its shell. It's a foolish wish to think being yourself would fit. It's a foolish wish to think being yourself would fit. Changing habits is the worst yet magnificent gesture. Anyone could do to shine through your eyes, meaning some kind of departure, frightening enough to be missed. It's a foolish wish to think being yourself would fit. It's a foolish wish to think being yourself would fit, wouldn't it? It's the season when I hide in a hole and get blind. Dark is comfy and also frightening. I don't get what's happening. Cut my eyes, break my neck, feel the weight upon my chest. Cut my arms, break my neck, feel the weight
pain, never to be keen on this mountain, never to be seen. Cut my arms, break my neck, feel the waves upon my chest. Cut my arms, break my neck, feel the waves upon my chest. Salut Chloé. Salut Raphaël. Normalement, on fait un tour de table, mais ça va pas être trop nécessaire ce coup-ci. Mais on peut quand même dire que t'es pas Chloé, t'es Regular Girl. Et qu'autour de la table aujourd'hui, on a Azam, Bérénice et moi-même. Bonjour. Bonjour. Bonjour Azam Azam. ne parle pas. Ah, pardon, excusez-moi. J'avais la bouche pleine Mais pleine de quoi? de midi pizza. Comment ça s'est passé pour toi, Chloé, là, cette live session? C'était un peu douloureux, je dois dire. Ouais. C'est comme une espèce de reprise, tu sais, quand t'as pas fait du sport depuis longtemps. Bah, ça m'a un petit peu donné cet effet-là. Alors, c'est le côté pas fait de sport depuis longtemps, c'était sur l'enregistrement ou c'était juste sur le fait de jouer ton set? Sur l'enregistrement et sur le fait de pas avoir joué mon set, en fait, parce que là, je travaille sur la sortie de mon disque. Peut-être qu'on en parlera plus tard. J'anticipe les choses. Spoiler alerte, chers auditeurs. Mais oui, ça faisait un moment que j'avais pas joué et il y a toujours quelque chose d'un peu perturbant quand tu enregistres. Là, tu vois, par exemple, pour donner un peu la situation, on est un vendredi soir. Moi, faire de la musique, c'est pas mon métier. J'ai eu ma journée de taf avant. Tu sais que ton attention, elle est peut-être pas au maximum. Donc, il faut se replonger dans cette perspective-là, que tu vas devoir jouer, que tu vas devoir jouer bien aussi tes morceaux, pour leur rendre justice aussi. Et il y a des moments où tu te déconcentres, où t'es pas dans le truc, et il faut faire avec aussi cette énergie-là, et c'est comme ça, quoi. Et c'est un peu le fardeau des gens tout seuls, et c'est un exercice qui est vraiment pas simple, l'enregistrement en tout cas. Je pense que je suis pas la seule à être dans cette situation-là. Non, clairement pas. C'est assez terrible, quoi. Mais moi, de toute façon, je pense que ça va être une émission sur le thème de la solitude. Et c'est pas... La solitudinée même. Et je pense que c'est pas simple de le faire seul, cet exo-là. Parce que quand t'as tes potes musiciens autour, c'est un peu plus facile de se dire, bon, allez... T'as du soutien, en fait, nécessairement. Même si tu foires un truc, tu sais que les autres peuvent rattraper, que c'est moins grave. Alors que là, effectivement, tout repose sur mes épaules. J'ai déjà assez de contractures comme ça. Donc, c'est en plus par rapport au fait de jouer en groupe, t'as pas la même dynamique du tout. Je sais pas, il y a un feeling qui est incomparable, je trouve, pour avoir joué déjà en groupe il y a longtemps, mais je sais pas comment l'expliquer. Ça te donne une énergie que tu n'as pas tout seul, où en fait quand t'es tout seul, t'es obligé un peu de te sortir de toi-même systématiquement, de te replonger dans aussi peut-être une forme d'émotion dans laquelle t'as écrit les morceaux ou comment t'as envie de les interpréter, et t'as intérêt à être dans les bonnes conditions. Ouais, ça me pose vachement question ce que tu viens de dire, parce que justement, j'écoute peu de folk. Enfin, je sais pas si on peut qualifier de folk ta musique. Je suis pas... Si tu peux, oui, tu peux. J'écoute peu ce genre de musique-là, mais par exemple, dans les gens que j'aime beaucoup dans cette musique-là, il y a Nick Drake, par exemple. Mm-hmm. Et moi, j'ai ce truc où les seuls albums de Nick Drake que j'aime, c'est ceux où il est guitare-chant. Mm-hmm. Et que j'ai l'impression que dès qu'il y a un arrangement, un groupe, etc., ça me sort... c'est comme si ça me brisait l'illusion, en fait. Et en même temps, je l'entends complètement, ce que tu dis de... Socialement, c'est trop bien de pouvoir aller jouer avec d'autres gens, d'avoir des gens qui viennent se mettre sur ta musique, etc. Et je me dis, comment toi, tu
Tu te sens par rapport à ça, parce que sur ton album, tu as fait appel à des musiciens. Oui. Donc ton envie d'avoir une version un peu groupe, elle existe sur l'album au moins. Ouais, et puis c'est une idée qui a toujours un peu existé. Bon, pour refaire un rapide historique, j'avais un groupe il y a très très longtemps. On a dû faire 3 dates complètement fulgurantes à l'époque. Et en fait, tous ces gens-là sont partis faire leur vie ailleurs et ont quitté Lyon où on se trouve là. Et j'avais pas envie de lâcher ça et j'ai commencé à écrire mes morceaux toute seule. Et donc la démarche, elle s'est faite comme ça en fait. J'avais pas le choix. Donc moi j'aime bien bosser un peu sous la contrainte aussi, avec le minimum. Je savais pas jouer de guitare, j'ai appris à jouer toute seule. Je suis toujours pas un guitar héros, mais c'est pas grave en fait. Et j'ai commencé à m'accompagner, à écrire des choses. Et puis bon an mal an, j'ai commencé à me produire. Et donc pendant ces 10 ans, j'ai joué un petit peu en groupe, pas très longtemps et surtout toute seule. Mais je sais pas comment dire. Je comprends ta réflexion quand tu dis que quand t'as juste guitare-voix, il y a quelque chose de très près de l'os, où t'as l'impression d'être vraiment à côté de la personne, qu'elle te raconte une histoire juste à toi. Mais la logique de groupe et de l'arrangement, c'est juste donner une autre dimension en fait à ce que t'as écrit. Enfin, en tout cas pour moi. Moi, je fonctionne comme ça quand je fais appel à des gens, et notamment pour le disque qui sortira. C'est que j'avais envie de faire vivre ces morceaux d'une autre façon. Tout en gardant l'âme et l'essentiel en fait qui est toujours là, hein. Il n'y a rien qui a changé sur la base, mais par contre de l'agrémenter et de m'entourer de gens qui avaient d'autres idées en fait, parce que je peux faire des voix, des chœurs, avoir une idée d'esthétique en fait dans la tête, mais je sais pas écrire de la musique, je sais pas dire à quelqu'un tiens tu vas me jouer cette partie là pour faire ci ça sur le morceau. Et puis en fait quelque part cette espèce d'autocentrisme où tu essaies de tout maîtriser tout le temps, je le trouve des fois un peu mortifère. Et comment tu gères du coup comment tu fais pour essayer de t'assurer que ce que tu ressens toi profondément dans le morceau au moment où tu le fabriques toute seule, ça continue à exister une fois que l'arrangement commence à se mettre, etc., si c'est pas toi qui le fais? Je pense que pour ça, il faut s'entourer des bonnes personnes qui ont bien compris qui tu étais et quelle était ta musique. Moi, j'ai une musique qui me ment pas trop. C'est ce que je raconte dans mes morceaux, ce sont des histoires personnelles. Ça parle de sentiments, ça parle de situations plutôt pas drôles la plupart du temps, d'histoires sentimentales, mais quand tu les arranges, ouais, t'as intérêt à bien sélectionner les personnes avec qui tu travailles. Il faut des gens qui comprennent ça. C'est une relation de confiance, donc. C'est une relation de confiance, ouais, complètement. Et puis, il y a une forme d'intimité, en fait, qui se crée à cet endroit-là. C'est assez rigolo, même avec des gens, des fois, que tu connais pas, parce qu'il y a un guitariste breton qui joue sur mon disque et qui a fait une bonne partie des guitares électriques, qui s'appelle Stéphane Kérihuel, qui est un gars super génial déjà dans la vie. C'est une des personnes les plus gentilles que je connaisse, et on se connaissait pas du tout. Au moment de l'enregistrement, il s'avérait qu'il était juste là à traîner au studio, qu'il a écouté ce que je faisais, ça lui a plu, on a testé des choses et en fait on s'est bien entendu musicalement et on a réussi à c'est bizarre, des fois t'arrives à t'aligner avec des gens, Dieu sait comment, et ça marche. Mais globalement, les gens avec qui j'ai travaillé, pour les citer, j'ai cité Stéphane, mais il y a Théo Charaf qui fait du blues et de la folk, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'âme si vous écoutez ce qu'il fait. Il y a Lucien Chatin qui est le batteur, qui lui travaille avec des gens comme This Is The Kit ou Orchestre Tout-Puissant, Marcel Duchamp, et Raoul Vignal qui lui est arrivé faire un petit peu de l'upstyle comme ça sur le disque. Et il y a Pierre Emtinet aussi qui fait l'alto. Et ce sont des gens dont j'aime bien le travail et avec qui je m'entends bien humainement, et je crois que ça passe par là en fait. Enfin, quand tu dois chercher en fait avec les gens et quand tu dois trop t'expliquer, c'est qu'il y a un truc qui déconne pour moi. Et tu donnes tes paroles à tes musiciens ? Oui, en toute transparence, ouais. Je les donne toujours parce qu'aussi, notamment, je pense à Pierre M qui a fait l'alto. Lui, il comprend pas l'anglais, par exemple. Il me l'a dit cash. Il m'a dit, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe dans les morceaux ? Donc, je lui ai tout traduit. Et du coup, il a compris aussi l'intention, parce que c'est toujours pareil. En fait, la folk, c'est un peu délicat parce que tu as l'intention de la musique, donc qui te donne une atmosphère, et puis il y a l'intention des paroles. Pour moi, c'est 50-50, quoi. Et pour moi, les paroles, ça
ça a une vraie importance. Je dois dire que je me fais un peu chier à essayer d'écrire des paroles bien dans une langue qui n'est pas la mienne. Et parfois, je regrette que certains groupes ne fassent pas l'effort. Après, peu importe ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, les Beatles, ils ont réussi à faire des tubes à base de tu peux driver ma voiture, quoi. Tu vois. Enfin. Des fois, on est même à la limite de l'onomatopée. Donc. Oui, complètement. Donc voilà. L'assonance, tout ça. Alors j'ai une question cliché. Ouais. Attention. J'ai peur. Attention, question nulle, mais quand même, en fait, dans le cours. Toi, tu prends un micro. Paul va poser la question. On avait dit qu'on ne posait pas ces questions-là. Non, ma question nulle, c'est pourquoi en anglais ? Parce que comme tu viens de dire que tu te fais quand même bien chier sur les paroles, tu m'aurais pas dit que tu te faisais chier sur les paroles, j'aurais dit ok, je l'aurais pas sorti. Mais là, du coup, comme tu nous dis que ça a une forme d'importance pour toi et que tu trouves que c'est hyper important dans la musique, t'es quand même consciente que la plupart de ton public bite pas trop ce que t'es en train de raconter au moment où tu le fais. Et c'est tout à fait stratégique. C'est pas une question bête du tout, en fait. Pour moi, j'y ai réfléchi plein de fois. Et il y a plusieurs raisons. La première, déjà, c'est qu'esthétiquement, je trouve que l'anglais colle mieux au registre musical que je fais. La folk en français, c'est quand même un peu naze. Enfin, Ouais, c'est Hugo Frey, donc. c'est donc Hugo Frey. On en revient à Hugo Frey, qui sera le fil rouge de ce podcast. Plus sérieusement, pourquoi l'anglais ? Donc déjà, pour cette première raison de la musicalité de la langue que j'aime beaucoup. Et au-delà de ça, c'est une façon de se cacher. Parce que comme tu le dis, les 3/4 des gens qui écoutent ma musique en France vont pas forcément capter ce que je raconte. Et je trouve ça assez pratique pour pouvoir raconter tout un tas de choses qui sont parfaitement personnelles, de pouvoir les transmettre. Donc toi, de t'en délester, de les refiler aux autres telle une patate chaude, et en même temps en n'étant pas sûr qu'ils vont la saisir. Je trouve ça assez cool, en fait, quelque part. Mais du coup, justement, t'expliquer que tu parlais de choses plutôt d'histoire sentimentale, etc. Qu'il y a quelque chose de très mélancolique en fait dans ta musique. Et je me disais, est-ce que la folk est nécessairement mélancolique ? Enfin, toi, tu le vis comment, ça ? Oui, peut-être. Je crois qu'à partir du moment où tu retranscris dans tes chansons des choses qui te sont arrivées, qui peuvent être de l'ordre de la quotidienneté des sentiments, et il y a peut-être une forme de mélancolie qui se loge à cet endroit-là. C'est marrant parce que j'ai regardé un documentaire sur la country, alors qui est quand même un style parent de la folk, clairement. Et il y a un espèce d'adage qui dit que la country, c'est 3 accords et la vérité. Et j'adore cette formulation, parce que c'est vrai, dans les origines de la country et puis de la folk assimilée aussi, c'est les gens qui racontaient leurs galères, en fait. C'était le blues du blanc, en fait, tout simplement. Et... Mais voilà, après dans la folk, il y a aussi eu tout le mouvement derrière dans les années 70, contestataire, politique, etc., notamment aux États-Unis, parce qu'en France, on n'est pas foutu de faire de la folk, ou alors on reprend les choses. Bisous Maxime Le Forestier et tous ces gens-là, c'est très cool. Mais... Hugo Frey Hugo, si tu veux, Hugo Frette, la gaufrette. Mais ouais, c'est vendredi, on tire un peu sur la corde, c'est compliqué. Mais, je suis bien d'accord. Mais voilà, peut-être en effet qu'il y a une mélancolie qui se loge à cet endroit-là, mais comme dans plein d'autres styles. Donc, est-ce qu'on peut dire que tu fais de la folk parce que c'était le meilleur véhicule musical, c'est pas beau comme expression, à ta propre mélancolie ? Alors, je pense que j'ai fait de la folk par défaut, à la base, parce que, en effet, je me suis saisie d'une guitare et j'ai écrit des morceaux. En fait, la raison, elle est vraiment débile à la base, c'est vraiment ça. Mais par contre, peut-être qu'avec le temps, oui, ça a été une façon pour moi d'évacuer cette mélancolie-là, et de la transformer, de la sublimer au sens quelque chose. Ouais, de la sublimer au sens philosophique du terme. En fait, c'est que tu prends quelque chose, putain, tu la transformes dans quelque chose d'un petit peu plus grand que toi. C'est ça, parce que t'aurais pu faire de la pop aussi avec la même logique. Complètement. De 4 accords et... Ouais, ou du punk. Ou du punk. Ou du punk, ouais. Complètement. C'est un grand regret. Ouais, c'est clair, l'éternel regret de ne pas avoir fait de groupe de punk, c'est clair. Mais c'est ça. Il y a un truc dont je voulais parler aussi, parce que du coup, je t'ai vu en concert l'année dernière ici même, enfin pas ici même dans la cave, mais juste au-dessus. Et il y avait quand même un truc entre la mélancolie dont on parlait, qui est quand même très forte dans ta musique, et ce que tu racontes entre les morceaux, quoi. T'y vas avec beaucoup d'humour, et tu fais des vannes, et tu te détends, et machin, etc. Moi, perso, j'adore ça, mais je voudrais savoir d'où ça vient chez toi, quoi.
Je pense que c'est les deux faces d'une pièce. Je sais plus quel humoriste avait dit que les gens les plus drôles étaient souvent les plus noirs. Je peux bien comprendre cette chose-là. À mon avis, c'est un ressort intellectuel, l'humour, qui te permet de pallier à la mélancolie quotidienne. Ça te permet de prendre les choses avec légèreté. Et surtout quand tu es en concert, par exemple, moi c'est vrai que j'aime bien plaisanter entre les morceaux, essayer de parler au public. Je suis très second degré quand même dans ce que je raconte. Mais ça me permet moi aussi de me détendre parce que c'est une épreuve de jouer tout seul devant des gens et je sais pas faire autrement en fait. J'aime plaisanter, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça. Sinon je m'en sors pas, hein. Franchement, si tu rigoles pas 2 secondes et si t'essaies pas de te moquer de toi-même, putain, la vie va être très très longue. Déjà que... Voilà. Changes are rather hard to process when people's selfishness takes over. No one ever warns you about their intentions. No one ever cares about what you might feel. I guess this is what it's like to be the third wheel. Closeted field, a square mind where borders are my safety net. It's like moving mountains for me to try to change my mindset, but no one ever cares about what you might feel. I guess this is what it's like to be the third wheel. Again, no one ever cares about what you might feel. I guess this is what it's like to be the third wheel. Under the same roof we drift apart. Noises rushing through your ears. There's no peace, there's no peace at hand. Unless you're the one that remains. We felt optimistic at the beginning. We thought we could handle this. Turns out we
weird animals, wishing our lives were in control. Sorry, I've got to go. I think it's for the best. When you're ready, you let me know. If our love has passed the test, if our love has passed the test, if our love has passed the test, if our love has passed the test. Sunny days won't do a thing. When night stars, there's no certainty that our bodies will collide with joy. Only faith is preventing for darkness to come, for darkness to come. Strange what desire when make foolish people do. Vous voulez qu'on enregistre la reprise de Chris Isaak ou sinon j'arrête pas. Je peux continuer, hein. D'accord. Bon bah d'accord, on s'amuse. À la caverne roue libre. Hein. Ils auront jamais autant de variétoches au mètre carré dans ce podcast. Hein. Ça va être fou. Facile. Hein. World was on fire and no one could save me but you. Strange what desire would make foolish people do. I'd never dream that I'd meet somebody like you. I'd never dream that I'd lose somebody like you. No, I won't fall in love. No, I don't want to fall in love with you. Make me feel this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I no, I don't wanna fall in love, not with you. World was on fire, no one could save me but you. Strange what desire would make foolish people do. I'd never dream that I'd meet somebody like you. I'd never dream that I'd lose somebody like you. No,
I don't want to fall in love, not with you. Comme tu as un album qui va sortir quand on enregistre, mais qui sera peut-être sorti quand on sortira, bon bref, je me comprends. Est-ce que du coup, tu as une tournée de prévue, des concerts de prévus Alors à l'heure à laquelle on se parle, rien, mais j'espère en tout cas qu'il y aura une tournée derrière. Peu importe d'ailleurs la configuration, j'ai un grand souhait si quelqu'un m'entend. Taratata Nagui. Non. Alors non. Alors c'est marrant, c'était pas du tout la personne à laquelle je pensais. D'ailleurs, j'ai pas du tout envie de penser à lui. Mais non, j'aimerais beaucoup faire une tournée des chapelles. Ça, c'est un truc que je trouverais génial. C'est à cause de la réverbération naturelle. Exactement. Alors déjà, j'adore les réverbes naturelles. Je sais que dans les toilettes de certains endroits, la réverb est géniale. Notamment à Lyon, au Groom, la réverb du Groom, elle est super. Moi, je trouve, quand t'es dans les chiottes. C'est-à-dire que tu chantes dans les chiottes comme... Bah, s'il y a personne, ouais, des fois, je teste des trucs. Mais bon, voilà. Mais la tournée des chapelles, ça me ferait bien marrer, ouais. Bah, parce que c'est plus petit qu'une église, t'as juste ce qu'il faut de réverb et tout. Puis souvent, c'est dans des contextes un peu paumés et tout. Je trouve ça trop bien. Mais alors, du coup, est-ce que t'aurais une anecdote de Regular Girl à nous raconter? C'est un truc qui s'est passé sur la route, en concert. Débile ça de peut être un préférence. truc cool, pas cool, un truc qui t'a marqué. C'est une bien bonne question. Alors, j'ai peut-être une anecdote cool et une anecdote pas cool. Je commence par la mauvaise nouvelle, tu sais, comme dans les films. Chérie, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer et une bonne nouvelle, je commence par laquelle? On va commencer. Très mauvaise nouvelle. Oh là là. Quel enfer. Non, la mauvaise anecdote, c'est... j'ai joué... alors, je vous parle de trucs assez anciens quand même, mais... Donc je jouais à une soirée organisée par quelqu'un que j'aime bien, qui organise des concerts à Lyon, et on était 3 solos de nana à se succéder, donc ce qui était très bien, une super soirée. Et à la sortie de ce concert, je discutais avec une copine à moi qui était venue. Et là, il y a donc un gars de cette salle-là qui vient me voir et qui me dit « Ah, mais c'est pas de la folk que tu fais, c'est pas de la chanson à boire où on peut taper du pied. » Et du coup, on s'est embrouillé. J'étais là, mais en fait... quel est le problème? Tu ne connais pas l'historique de la folk music. Je crois qu'il va falloir prendre des cours d'histoire de la musique, en fait, tout simplement parce que entre la folk irlandaise des pubs et l'indie folk, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de migration de la musique et une évolution en fait assez juste, tout comme le langage, tout comme plein de choses en fait. Et donc je suis désolée pour toi si t'es pas progressiste. Je pense que les deux ont toujours existé, quoi. Les deux ont toujours existé. En fait, il et... voulait de la bourrure auvergnate. Je pense qu'il s'est gouré de soirée, en fait, malheureusement. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de club auvergnat à Lyon, Mais c'est dommage. Vrai, il faudrait peut-être y penser. Il a vu soirée folk au sens musique trad. En fait, le problème, c'est que cette personne-là, travaillait dans la salle, donc il aurait dû être un petit peu au courant de ce qui se passait. C'est une parenthèse, mais donc ça, c'était pas très très agréable comme anecdote. Et l'autre anecdote, l'anecdote sympa pour le coup, c'était un autre concert et il y avait quelqu'un d'anglo-saxon dans la salle, je pense qu'il était britannique et donc c'est quelqu'un qui comprenait ce que je disais aussi dans mes chansons et il m'a fait un très très beau compliment, même s'il avait quelques pintes dans la tête, mais ça c'est pas grave. Il m'a dit fuck Maisie Star, you're the new Maisie Star. Et ça, je trouve ça super parce que Maisie Star, c'est une super référence pour moi aussi. J'adore sa musique et je trouve ça très très beau et j'ai trouvé ça génial comme compliment et très très gratifiant. Voilà. Pour les anecdotes plus ou moins fun. Mais il m'est rien arrivé, on m'a pas jeté de slip sur la tête. Enfin, tu vois, j'ai pas eu ce privilège, quoi. Voilà. T'as pas des Mexicains et des Kalachnikov. Ouais, non, zéro histoire de drogue, zéro histoire de... Non, vraiment pas cool.
C'est vrai qu'on est Toi, habitué maintenant à des histoires de il y a les fachos qui ont débarqué. Ouais, mais moi je fais de la folk, les gars, c'est chiant quoi. Enfin, je veux dire, le Ouais, public il est sympa quoi. Donc j'ai cette, les j'ai fachos cette savent chance-là. même pas que la folk existe en fait. C'est tout. Ouais, mais alors c'est marrant parce que du coup, t'as quand même fait des scènes un peu très hétéroclites quand même. Bah, le hasard a fait que, oui, peut-être c'était très hétéroclite. C'est... Bah, déjà, mon disque va sortir avec la bienveillance et le soutien de plusieurs labels qui sont déjà Bigou Records, qui est pas trop connu pour faire de la folk, Dangerous Skylab, qui n'est pas non plus connu vraiment pour faire de la folk, mais plutôt du rock and roll en général. Après, il y a Nightbird et Adieu qui, eux, sont quand même un peu plus dans cette esthétique-là, mais oui, c'est clair. J'ai toujours été avec des gens qui font pas du tout ce que je fais. Et pour autant, ils aiment aussi ma musique. Donc je trouve ça trop cool, en fait, quelque part. Et toi, c'est quoi ton rapport à ces musiques-là ? Il est tout à fait aimable. Vous êtes très sympathique. Comment te le dire autrement ? Non, j'écoute énormément de musique variée, mais vraiment avec un spectre extrêmement large. Je te dis pas que je vais adorer me farcir des disques de Doom toutes les 2 semaines, mais pour autant, j'aime bien aller à des concerts comme ça. J'ai vu beaucoup de concerts de noise aussi. Enfin, ça... Comment te dire, j'aime écouter du jazz, j'aime écouter du disco, j'aime écouter de la musique classique, de plein de trucs en fait. Pour moi, c'est pas une histoire forcément d'esthétique. Alors peut-être j'aime juste pas trop le reggae, c'est le seul truc qui est le dub, Ouais, c'est les trucs qui me font chier. En général, à part le rocksteady ou les trucs qui se rapprochent de la soul, ça me fait plaisir, tu vois. Mais c'est une musique qui ne me fait pas grand-chose. Mais après, je suis très très ouverte à plein de choses. C'est toujours une façon débile de le dire ou pas très précise. Mais pour de vrai, vraiment, j'écoute. Et en plus, je suis très curieuse de ce qui se fait en fait, même à l'heure actuelle. Je suis pas du genre à avoir des vieilles marottes en me disant ouais, les disques d'il y a 20 ans ça a été mieux, tu vois. Il y a les disques d'il y a 20 ans, il y a 30, il y a de combien d'années tu veux qui sont super, et il y a aussi ce qui se passe maintenant en fait, et je crois moi j'aime pas être déconnectée en tout cas de ce qui se fait à l'heure actuelle, parce que je trouve ça toujours intéressant, et j'ai une vraie fascination aussi pour la pop et pour des tubes justement extrêmement populaires, parce que je trouve ça très compliqué de faire un morceau qui marche bien et qui te reste dans la tête justement. Et du coup, j'avais une question à te poser là-dessus. Pas là-dessus. C'est juste, ça m'y a fait penser. C'est que t'as enregistré ton album à Kerwax. Ouais. Et ce cher monsieur de Kerwax, Christophe, c'est ça ? Christophe Chavanon, oui. Est connu quand même pour chercher une forme d'esthétique, un son analogique qui rappelle les années 60, voire avant, dans son cas particulier. Et d'une certaine manière, ça s'entend aussi qu'il y a une forme de recherche d'esthétique un peu comme ça dans l'album. Il y a quelque chose, en tout cas, qui me paraît, je sais pas, plus esthétisé que ce que j'avais entendu sur ton Bandcamp. On a plus de reverb, on a plus en général, de choix qui peuvent rappeler des trucs. Moi, ça me rappelle des trucs un peu plus Motown, des fois, ou des trucs comme ça. Ouais, des choses plus old school, effectivement. Oui, parce que, effectivement, en travaillant avec Christophe, t'as une esthétique nécessaire derrière. Après, on a enregistré ensemble avec Christophe à Kerwax, effectivement, et on a posé les bases du projet. En fait, le disque, il a été enregistré en plusieurs temps. On a fait une semaine où on a fait toutes les guitares, toutes les basses, toutes les voix et une partie des claviers là-bas à Kerwax avec Christophe et avec Cédric Béron aussi, avec qui on a édité, mixé, masterisé le disque aussi, mais dans un second temps pour le coup, enfin dans un dernier ultime temps de la production du disque. Après, les batteries, on les a fait séparément au studio Chien Bleu dans le Beaujolais, et puis après les prises d'alto, on les a fait chez Cédric justement à la cool, tranquille quoi. Mais en effet, en travaillant avec Christophe et avec toute la technique, les micros, etc., oui, ça te donne une teinte et une esthétique nécessairement, c'est sûr. Mais l'idée n'était pas de produire un truc non plus totalement old school ou rétro, c'est juste que ça s'est fait comme ça, et quelque part, je trouve qu'il y a quelque chose de charmant là-dedans. On passe aux recommandations. Mais j'ai pas de recommandations. Ouais, mais j'en étais sûre. On n'a rien foutu. Recommandations, T'avais prévu Chloé ? qu'il fallait présenter une recommandation ? Un truc que t'écoutes beaucoup, que t'aimes particulièrement ? Non, mais ça, je peux trouver, par contre, c'est pas un problème. Ah bah, vas-y. Eh ben... Allez, le couteau sous la gorge.
Dans les recommandations, je pense que les albums que j'ai le plus poncé ces dernières années, et Paul à ma droite en sera témoin, je pense que c'est Julia Jacklin, qui est une artiste que j'aime énormément. Écouter ces 3 albums qui sont sortis, c'est une pure merveille, je trouve, entre de la pop, de la folk. C'est mélancolique, c'est intelligent. Si tant est que vous sachiez lire l'anglais, les textes sont vraiment bien écrits. Et cette meuf, elle me met en position latérale de sécurité systématiquement, et il n'y a rien acheté en fait dans ses disques. Donc voilà, c'est ma recommandation. Trop bien. Je trouve que ça synthétise énormément de choses que j'aime bien. Voilà. Ok. Azam, t'as quelque chose à recommander ? Ouais, moi je vais vous recommander le 2e album. En fait, c'est un mini-album d'un groupe qui s'appelle Radical Kitten, un groupe de Toulouse. Donc leur 2e album s'appelle Uppercut, donc c'est un jeu de mots avec uppercut, n'est-ce pas ? Pour ceux qui comprennent pas. Pour les Radical Kitten en même temps. Radical Kitten, voilà, ils sont très très queer et très très impliqués là-dedans. Il et elle. Donc c'est une espèce de, j'allais dire de post-punk, mais en fait c'est pas du post-punk comme tout le monde en fait en ce moment. Ça tire plutôt vers les trucs dissonants et la no wave. C'est très très court, très très tendu, etc. Ce nouvel album en fait est plus mélodique, peut-être plus posé, mais c'est vraiment excellent. Et j'espère qu'on les verra un jour à Lyon, parce que ils ont encore jamais joué ici, figurez-vous. Mais il semblerait que ça se prépare. Cool. Voilà. C'est un excellent disque. Bérénice, t'as quelque chose ? Oui, moi j'avais envie de recommander un album sur lequel je bloque en ce moment et que j'ai acheté récemment à Paul. Et une fois n'est pas coutume, c'est du hip-hop, parce que j'ai quand même une culture de merde en hip-hop. Donc voilà, c'est Princess Nokia. Voilà, le premier album spécifiquement. Après, voilà, c'est du hip-hop avec une personnalité assez déroutante, je trouve. Enfin, assez engagée, mais aussi assez déroutante dans ses partis pris. C'est hyper cash, hyper cru dans les paroles. Voilà, ça me fait travailler mon anglais, c'est bien. et non, franchement, voilà, c'est à écouter, à découvrir. Et si je peux me permettre, en rebondissant sur Princess Nokia, si vous aimez Princess Nokia, écoutez aussi Little Sims. Il y a certes pas forcément le dernier disque qui est très arrangé, beaucoup plus soul et tout. Enfin, pas le dernier, l'avant-dernier, c'est auquel je pense, mais il y a des trucs vraiment vénères de Little Sims qui sont vraiment, vraiment cool. Il y a une chanson qui s'appelle Venom, elle est très, très lourde. Voilà. Est-ce que le disquaire qui est resté dans un coin de la pièce a quelque chose à recommander ? Pas du tout, il dit. La chenille, c'est son disque préféré. La donc, chenille. voilà. Bobby Lapointe. La bande à Basile. Hugo Frey, est-ce que tu vas rentrer des Hugo Frey peut-être après notre discussion ? Un coffret 30 CD de Jacques Prévert. Ah oui, il a reçu ça. Le fameux coffret de Jacques Prévert. Il coûte combien ? Gratos. Gratos. Ah ouais, si vous voulez un coffret Jacques Prévert, combien ? 13 CD, 3 DVD ? Je crois, ouais. Quand même, ça... C'est une occasion à saisir. Oui. En format livre. Hein. C'est en format beau livre, ça décorerait une belle bibliothèque, quoi. Ou caler un meuble. Merci les gars. Bah ouais, merci. Merci à toi. Merci surtout les gars. Ah merci les frères, franchement c'était super. Hein. Merci les Non, gars. team. Putain, il y a une meuf qui vient et elle dit merci les gars, quoi. Oh, c'est terrible, putain. c'est une déformation. Mais merci beaucoup Bérénice, Raphaël et Azam de l'invitation. Et Paul qui est dans un petit coin. Au revoir les enfants. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bisous.